mécénat. Dans un système de mécénat, une personne ou un organisme paye intégralement le travail d'un artiste pendant la période où il s'est engagé à réaliser des œuvres déterminées ou un nombre précis d'œuvres, ou simplement des œuvres. Les gens qui ont les moyens d'apporter ce soutien financier à des artistes viennent des couches les plus aisées de la société. Ils ont eu le loisir d'acquérir une solide connaissance des conventions compliquées qui régissent le grand art, et cette culture les autorise à contrôler dans le détail, si le désir, le travail artistique qu'ils financent. Le mécène peut être un gouvernement qui commande des peintures ou des sculptures pour des lieux publics déterminés, ou qui verse un salaire régulier à un artiste en lui demandant de fournir ses services à certaines occasions, comme le font les poètes attachés à la cour d'Angleterre. Le mécène peut être une église. Depuis la Renaissance, des papes, des cardinaux et des représentants des différents ordres religieux italiens ont apporté un soutien financier à des artistes qui ont réalisé pour eux des peintures et des sculptures de toute première importance, voire décoré des églises entières. Des églises pratiquent encore le mécénat, mais elles sont le plus souvent relayées dans ce rôle par les entreprises qui commandent des œuvres pour décorer par exemple leur siège social ou pour les présenter au public et soigner ainsi leur image. Arake, 1976. De riches amateurs continuent à commander des œuvres pour leurs collections particulières ou pour en faire don à des institutions. Certains versent des pensions à des artistes sans rien leur demander en échange. L'artiste qui a un mécène n'a pas d'autre obligation que de contenter ce mécène. Le mécénat peut faire l'objet d'accords à l'amiable, sans autre formalité, même si l'œuvre ainsi financée est ensuite publiée, exposée ou largement diffusée. Quant à ce qui contente le mécène, cela dépend uniquement de son goût et de son jugement personnel, encore que d'autres avis puissent venir l'influencer. S'il se trouve assez de gens pour penser que le travail de l'artiste ne mérite pas son soutien, le mécène coupera peut-être les subsides, mais pas forcément. Des mécènes sûrs de leur jugement se sont obstinés malgré les critiques, et ils ont financé beaucoup d'œuvres novatrices très mal accueillies par le public. De toute manière, ceux des mécènes qui sont dotés d'un grand pouvoir politique, économique et social ont souvent la haute main sur les possibilités d'exposition et de représentation des œuvres qu'ils commandent. Par là, ils contribuent à modeler le goût des autres. Dans les sociétés de classe où se pratique le mécénat, une relation complexe lie la richesse, le savoir, le goût, les symptômes de soutien financier, les systèmes de soutien financier aux artistes et les caractéristiques des œuvres produites. Les mécènes veulent que les artistes fassent des œuvres qui ressortissent aux beaux-arts, qu'ils ont appris à les goûter, de sorte que le mode d'éducation des riches et des puissants détermine dans une large mesure ce qu'ils vont commander aux artistes. La capacité de repérer les meilleurs artistes et de commander les meilleures œuvres révèle la hauteur de vue et la noblesse de caractère que les puissants et les riches estiment posséder, de sorte qu'un mécénat bien conduit soutient la revendication des privilèges du rang. Ces corrélations que Francis Haskell, 1963, a mises en évidence pour le monde de la peinture italienne au XVIIe siècle éclairent les constantes et les limites générales du système de mécénat. Durant la période étudiée, les principaux mécènes furent les papes successifs, les cardinaux qu'ils nommèrent, très souvent des parents, si bien que l'on pourrait parler d'un mécénat familial, et les communautés religieuses. Les mécènes commandaient des œuvres destinées à les glorifier ou à exalter les mérites des groupes qu'ils représentaient. Il s'agissait de faire décorer des églises, leurs plafonds ou les murs d'une des chapelles, voire tout l'intérieur de l'église. La commande la plus importante fut peut-être la décoration de Saint-Pierre de Rome, ou de financer l'édification et l'ornementation sculpturale d'une nouvelle église. Les mécènes jouaient souvent un rôle actif dans la conception de l'œuvre, en indiquant des sujets et des éléments de composition que recouraient aux conventions artistiques de l'époque pour servir des visées politiques ou des ambitions familiales. Ainsi, quand le pape Urbain VIII commanda aux Bernins un baldaquin monumental pour la basilique Saint-Pierre, il a dû intervenir personnellement dans l'élaboration du répertoire iconographique. Il a très certainement veillé à ce que l'ensemble lui semble étroitement associé. Les abeilles du blason de Barberini, le pape s'appelait dans le civil Maffeo Barberini, grimpent sur les colonnes et pendent au lambrequin sur les feuilles de bronze. Le soleil des Barberini resplendit au-dessus des chapiteaux luxuriants. Si l'on a quelques rudiments de botanique, on reconnaît tout de suite des feuilles de laurier
aucun emblème de Barberine sur les colonnes au lieu des traditionnelles feuilles. Autre emblème des Barberini sur les colonnes au lieu des traditionnelles feuilles de vigne. Dorénavant, l'histoire de la famille allait être indissolublement liée à celle de la grande basilique, à Skelde, 1963. Urbain VIII était un mécène idéal. Il payait bien et sans retard, contrairement à d'autres mécènes. Cet homme cultivé, familiarisé avec le langage savamment codé de la peinture de son temps, pouvait participer à l'élaboration d'un vocabulaire ornemental propre à exalter les thèmes religieux appropriés, tant en se chargeant de significations profanes, politiques et dynastiques, en de subtils jeux iconographiques. Un bon mécène pouvait aussi offrir aux peintres des emplacements de choix pour leur travail, les églises les plus importantes et les parties les plus importantes de ces églises où tout le monde verrait les œuvres. Cela permettait aux artistes d'acquérir une grande notoriété et de se libérer alors de la tutelle de mécènes désagréables ou encombrants. Un artiste de bonne réputation pouvait compter en effet que d'autres personnes auraient envie de l'engager pour décorer leurs palais ou leurs églises. Des familles et des communautés religieuses se disputèrent les services de Bernin. Il put réaliser des œuvres dans les environnements les plus spectaculaires. Un mécène qui payait bien et sans retard devait avoir une fortune personnelle ou la possibilité de puiser dans le trésor de l'Église. Les papes furent des super mécènes qui ajoutaient souvent leur richesse personnelle à celle du Vatican et qui purent ainsi continuer à dépenser même lorsque la situation économique se dégrada à Rome. Bien entendu, quand un pape mourait et était remplacé par un membre d'une autre famille, ses héritiers perdaient généralement leurs bénéfices ecclésiastiques et n'avaient donc plus les moyens de payer aussi bien et aussi vite. Pour mesurer l'importance du goût et de la culture des mécènes, il suffit d'observer le comportement des mécènes qui ne possédaient ni l'un ni l'autre et n'agissaient plus avec les peintres selon les conventions d'usage. Lorsque la puissance et la richesse des États pontificaux déclinèrent, des négociants prospères s'octroyèrent le privilège du mécénat. On considérait en effet que le mécénat était un attribut essentiel de la condition aristocratique et bien souvent il n'avait pas grand-chose à voir avec un intérêt ou une sensibilité artistique véritable. Haskell, 1963. Ces nouveaux riches ne ressemblaient pas aux anciens mécènes. Étrangers à la tradition culturelle de leurs prédécesseurs, ils ne voulaient pas de tableaux inspirés de la mythologie ou de la symbolique religieuse complexe que leur éducation ne les avait pas préparés à apprécier. Ils préféraient les tableaux du genre inspirés de la vie quotidienne. Haskell observe qu'une même attirance pour les aspects les plus pittoresques de la réalité dans l'art rapprochait les amateurs non initiés de plusieurs civilisations différentes, et elle était satisfaite par des artistes allant du sublime à l'exécrable. Haskell, 1963. On n'a pas besoin d'avoir reçu une formation particulière pour regarder des tableaux réalistes des faits quotidiens, car ils font appel à des connaissances que tout le monde possède dans une société donnée. On peut admirer l'habileté avec laquelle ces faits sont évoqués, l'exactitude et la véracité de la représentation. Aux peintures des parcs, des vertus, des docteurs de l'Église et des angelots, les nouveaux mécènes préféraient des tableaux représentant des hommes au travail, le pâtissier et ses couronnes de pain, le porteur d'eau devant les remparts de la ville, le marchand de tabac qui bourre les pipes des soldats pendant la pause, le paysan qui donne du fourrage aux chevaux, le forgeron. Des hommes à leur loisir qui boivent un verre à l'auberge sans descendre de cheval pour gagner du temps, qui dansent à la tarentelle devant des spectateurs admiratifs, qui jouent à l'amour, MOU2RE, dans une grotte, qui sont vêtus de costumes étincelants dans les défilés du carnaval, ou bien une brusque intrusion de la violence avec un bandit superbe portant un chapeau à plumes dont la couleur vive tranche sur le ciel d'orage et un pistolet à la main, qui entre à cheval dans une ferme pour la plus grande frayeur du garçon d'écurie et de son chien. Le peintre qui sacrifiait à cette vogue n'avait pas la faveur des mécènes nobles, plus attachés aux traditions, mais ces mécènes-là se faisaient de plus en plus rares et contribuaient dans une mesure toujours moindre au financement de la production picturale, si bien que les artistes de talent se détournèrent progressivement de la peinture fondée sur la culture et le savoir propre à l'aristocratie. En somme, un système de mécénat instaure une relation directe entre ce que les mécènes recherchent ou peuvent comprendre et ce que les artistes réalisent. Le mécène paye et il prescrit non pas chaque touche ou chaque coup de pinceau, mais le genre et les sujets qui l'intéressent. Il choisit des artistes susceptibles de lui fournir ce qu'il désire.
Dans un système de mécénat qui fonctionne bien, les artistes et les mécènes adhèrent à des conventions et une esthétique commune, grâce à quoi ils peuvent coopérer à la production d'une œuvre. Le mécène apportant le soutien financier et les directives, tandis que l'artiste apporte la créativité et le travail d'exécution. L'exemple italien nous fournit des points de comparaison pour les systèmes de mécénat de différentes sociétés. Souvent, les classes aisées ne partagent pas un système de valeurs et de traditions communes comparable à celui qui sous-tendait le baroque italien. Elles peuvent affirmer leur noblesse en apportant un soutien financier à des artistes, mais ne peuvent coopérer à la production d'œuvres qui justifient et exaltent leurs conditions sociales. Le mécène de Marcel Duchamp finança la production d'une série d'objets ésotériques qui n'exaltaient pas franchement la condition sociale de leur mécène. Cependant, cela le fit pénétrer dans un monde de l'art contemporain remarquablement fermé aux non-initiés et lui donna un rang, ou du moins une fonction, dans un monde dont la hiérarchie n'avait pas de rapport avec celle du reste de la société, mais reposait bien plutôt sur les goûts communs des praticiens de l'art et peut-être seulement d'une petite fraction d'entre eux. Les Rockefeller et les Guggenheim utilisent leurs ressources financières et leur situation sociale pour ériger des monuments à leur gloire sous des espèces de musées de tout premier plan pour leur l'art contemporain d'avant-garde. Or, l'art qui est présenté dans ces musées incarne l'idéologie des mouvements artistiques contemporains, et c'est en manifestant une connaissance très fine des arcanes de cet art que les mécènes peuvent affirmer leur rang dans un tel monde. On se rappellera que dans l'Italie de la période baroque, c'était au contraire les peintres qui apprenaient à connaître les idées, la symbolique et l'esthétique de ceux qui occupaient le sommet de la hiérarchie sociale et avaient les moyens de leur apporter un soutien financier. Le mécénat se présente sous un jour différent dans les arts du spectacle, où les coûts de fonctionnement des organismes contemporains, orchestres, opéras, théâtres et compagnies de danse, sont si élevés qu'aucun mécène ne peut les assumer à lui seul. Par voie de conséquence, les gens qui pourraient soutenir individuellement des peintres ou des écrivains doivent se regrouper pour parrainer ces organismes, et la coordination de leur action commune exige la mise en place de tout un dispositif de conseils et comités destinés à mobiliser les fonds nécessaires. Les mécènes de ces grandes entreprises culturelles donnent assez d'argent pour assurer le maintien d'une offre continue de manifestations et la préparation de nouveaux spectacles. Cela ne leur procure aucun objet de collection qui puisse témoigner de leur goût et de leur intérêt soutenu pour les arts, mais leur nom figure sur les programmes. Ils sont parfois salués pour avoir financé un nouveau spectacle, par exemple un opéra ou un ballet, et ils en tirent un certain prestige. De nos jours donc, des particuliers sont en mesure de devenir ces modèles de générosité éclairés par Francis Haskell identifie au mécène idéal. Ils ont l'argent et la plupart sont assez bien informés des choses de l'art contemporain pour dépenser cet argent à bon escient. Cela dit, ils ne disposent pas toujours des infrastructures qui garantisseraient à la présentation des œuvres le plus grand retentissement public, mais à moins de faire partie, comme bon nombre des plus grands collectionneurs d'art moderne, des responsables et des donateurs de musées importants, certains collectionneurs, tels Solomon et Peggy Guggenheim, Gertrude Whitney et Joseph Hirschhorn, ont même créé des musées à leur nom. Joseph Hirschhorn, qui a certes consacré d'énormes sommes d'argent à l'art contemporain, s'y est pris d'une façon qui jette un doute sur la profondeur de son adhésion aux enjeux esthétiques de cet art. Il était capable d'acheter tout le contenu de l'atelier d'un artiste chez qui il n'avait pas passé que 20 minutes. Le mécénat d'État offre, lui, la possibilité d'exposer les œuvres dans les endroits les plus prestigieux ou les plus fréquentés. Quand les administrations publiques commandent des œuvres, commémoratives ou non, destinées à des espaces publics, il se constitue un système de soutien sur lequel peuvent parfois compter les artistes. Mais il est aléatoire, parce que l'art ne fait pas partie des dépenses publiques prioritaires. En outre, les fonctionnaires ont généralement des comptes à rendre à leurs supérieurs et aux élus, lesquels n'ont pas toujours un goût très raffiné ou alors sont tenus de ménager un électorat peu éclairé. Pour toutes ces raisons, les commandes officielles vont de préférence aux artistes les plus représentatifs des valeurs et des styles consacrés. Moulin, 1967. Et les œuvres qui apparaissent séditieuses, obscènes, sacrilèges ou trop éloignées des critères conventionnels de l'art ne reçoivent guère d'aide publique dans aucun pays. Malgré tout, des œuvres
contemporaines très importantes doivent leur existence à une initiative gouvernementale. Dans ces cas-là, des fonctionnaires éclairés au sens où l'entend Haskell, qui ont parfaitement assimilé les conventions et l'esthétique du monde, de la peinture et de la sculpture contemporaine, prennent en main le fonctionnement des bureaucraties qui dispensent des fonds publics affectés à l'art. Ils servent de rempart entre les artistes et certaines pressions politiques, mais ne les empêchent pas toutes. André Malraux fut un de ces fonctionnaires éclairés du temps où il était ministre de la Culture. Les choses ne sont pas très différentes dans le mécénat d'entreprise, même si, comme l'a montré Hans Heike, 1976, les choix y sont opérés et justifiés en fonction d'une stratégie de relations publiques et d'image de marque, et sont de ce fait plutôt conformistes, destinés à impressionner favorablement le plus de monde possible. Heike, 1976, cite les réflexions de quelques décideurs tout à fait révélatrices de l'état d'esprit qui préside au mécénat d'entreprise. L'art me procure un plaisir et une satisfaction esthétique et non intellectuelle. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce que l'artiste veut dire. Ce n'est pas un acte intellectuel, c'est ce que je ressens. Nelson Rockefeller. Mais l'important, c'est que l'on reconnaît de plus en plus dans le monde des affaires que les arts ne sont pas un phénomène isolé, qu'ils ont un rapport avec tous les aspects de la vie, y compris les affaires, qu'ils sont en fait essentiels aux affaires. Frank Stanton. Le soutien qu'Exxon apporte aux arts leur sert de lubrifiant social, et si l'on veut que les affaires restent visibles dans les grandes villes, il faut un environnement lubrifié. Robert Kingsley, service des relations publiques de la société Exxon. Quand des mécènes contemporains professent ce genre de point de vue de l'art, sur l'art, ils se heurtent souvent aux artistes et à d'autres participants au monde de l'art contemporain qui sont politiquement plus progressistes et se font une toute autre idée des relations entre l'État, les affaires et les arts. Dans une enquête auprès des visiteurs d'une galerie d'avant-garde à New York, Haake a pu constater qu'ils se situaient politiquement plus à gauche et manifestement plus d'audace dans leurs préférences que les responsables des principaux programmes de soutien à l'art public. En moyenne, 70% des personnes qui fréquentent les galeries d'art contemporain américaines s'intéressent à l'art à titre professionnel. 76% pensent que les artistes et le personnel devraient être représentés au conseil d'administration des musées, idée qui déplaît forcément au dit conseil. 74% ont soutenu la candidature de Mike Cover, démocrate, qui se présentait contre Nixon aux élections présidentielles de 1972. 67% estiment que les intérêts des entreprises commerciales sont incompatibles avec le bien public. 66% ont un revenu annuel inférieur à 20 000 $ à la date de l'enquête et 81% trouvent que la politique fiscale américaine favorise les plus riches. 15% pensent que tous les musées new-yorkais accepteraient d'exposer des œuvres critiques à l'égard du gouvernement américain actuel. 49% se disent de sensibilité progressiste et 19% se situent résolument à gauche, à Haake 1976. En somme, le public de l'art contemporain est convaincu que les travaux qui l'intéressent le plus relèvent en dernier ressort de l'autorité de personnes qui ont sur l'art des opinions diamétralement opposées à la sienne. Le mécénat d'État qui sera évoqué plus loin, varie en fonction du régime politique. Pour l'instant, je me contenterai de noter que le gouvernement peut avoir le monopole des moyens de production et de distribution de l'art. Dans ce cas, l'État n'est pas simplement l'une des sources de financement possibles, mais la seule. Aucune œuvre ne peut voir le jour sans son soutien. Dans plusieurs pays, la littérature et la musique relèvent du secteur privé, tandis que l'État contrôle l'industrie du cinéma directement ou par le biais d'aides financières. Les dirigeants pensent peut-être que le cinéma recèle de plus grands dangers pour la stabilité du régime, parce qu'il touche un plus large public que les œuvres écrites, ou alors c'est que l'État est le seul à disposer des moyens financiers nécessaires pour produire un film présentable. Dans certains pays, l'État conserve par principe le monopole de toutes les formes de communication et d'activité économique. Là, il ne s'agit plus d'un mécénat d'État, mais plus exactement d'une nationalisation des arts.